Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo Otaku, je m'appelle Amé, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine. Une belle pile de nouveautés, toujours plus variées les unes que les autres et c'est ça que je trouve vraiment le fun. Alors comme d'habitude on va commencer avec les promotions. Et donc des livres qui sortent à moitié prix ou qui ressortent à moitié prix pour que vous puissiez commencer le tome 1 facilement. Je m'excuse, les étiquettes sont en euros, mais pour nous ça fait moitié du prix en canadien. Fait en général 6-7$ au lieu de 12, 13, 14. Le premier c'est 50 nuances de gras que vous aviez tous adoré, qui était un espèce d'isekai inversé où une elfe et autres créatures magiques arrivaient dans notre monde. Chez notre héros qui est massothérapeute et qui leur faisait des massages pour pouvoir maigrir. Parce que le problème de ces créatures-là, c'est qu'elles n'avaient pas de McDo et autres fast-food dans leur monde. Et donc quand elles arrivaient chez nous, elles mangeaient trop de frites. Alors elles grossissent. Et après ça, elles ont besoin de maigrir. Donc eux leur fait des massages pour maigrir et des exercices. Alors c'est vraiment, comme je dis, c'est un isekai inversé, mais complètement parodique et complètement humoristique. C'est assez délirant. 50 nuances de gras a commencé à petit prix. J'ai également The Rising of the Shield Hero. Vous connaissez tous ce maintenant classique du isekai pour le coup. Donc avec un héros de notre monde qui va être projeté dans un monde de fantasy. Et qui va... on est vraiment dans une trame assez classique où il va acquérir des pouvoirs, se battre pour devenir le héros, pour gagner sa princesse, on espère, un jour. Donc on est sur une trame assez classique du isekai. Si vous le connaissez pas encore, vraiment c'est un des grands classiques isekai du moment. The Rising of the Shield Hero. Vous pouvez pas vous tromper avec celui-là. L'autre que j'ai reçu c'est Sunken Rock. Alors j'ai reçu la version régulière puis la version deluxe qui sont chacune à prix rabaissé. Vous pouvez commencer l'une ou l'autre. C'est sûr que la version deluxe est belle avec son hardcover puis le fait que les dessins de Boichi sont juste amazing. Donc c'est sûr qu'on aime cette version deluxe. Si vous préférez rester que tous vos mangas soient égaux dans votre bibliothèque, allez-y sur la version habituelle. Puis Sunken Rock, on est vraiment sur le classique de baston et d'humour avec un héros Ken qui est vraiment un loser puis qui toute sa vie va faire des choses extraordinaires mais par hasard. Moi j'adore Ken, il est juste excellent, il est à mourir de rire, puis il a un cœur d'or. Alors il est pas du tout intéressé par les femmes, hein. La seule femme qui l'intéresse c'est celle que je viens de vous montrer, c'est Yumi, Yumin de son vrai nom puisqu'elle va lui apprendre au début qu'elle n'est pas japonaise mais coréenne. Il va donc aller en Corée pour la suivre. Et puis finalement, c'est la seule femme qui l'intéresse, mais il a tellement un cœur d'or qu'il se retrouve toujours plongé dans des histoires où il y a des demoiselles en détresse qui tombent amoureuses de lui. Mais lui, il s'en fiche de ces filles-là. Tout ce qu'il veut, c'est Yumin. Mais il n'arrivera jamais à l'atteindre. Le problème, il arrivera peut-être à l'atteindre, mais ça va être très très compliqué. Parce que tout simplement, lui va devenir chef de gang d'un gang à Séoul, en Corée, alors que Yumin, elle, devient policière et se spécialise dans la chasse au Yakuza. Alors un peu compliqué. Donc Sunken Rock, gros classique, un de mes mangas préférés honnêtement. Donc version régulière, version deluxe. Et je vais continuer dans les promotions, mais là cette fois c'est une nouveauté. Alors c'est Okami Rise, l'éditeur qui est Panini a décidé de le commencer à tout petit prix pour que vous puissiez débuter la série plus facilement. De mémoire il est à 10$ sur ce premier tome. On commence avec quelques pages en couleur. Donc c'est un seinen purement dans l'action, dont l'auteur a été character designer sur les Gundam. Puis vous allez voir que ça se ressent énormément dans le dessin. On a beau être pas sur une œuvre mecha, on est vraiment très ancré dans le style mecha quand même. Donc c'est une série d'anticipation qui se passe dans un monde futur. On est sur une série qui va être terminée en 5 volumes, très courte série seinen. Alors justement dans ce monde mecha mais pas trop, le Japon n'existe plus, tout simplement parce qu'il a été envahi par la Corée d'un côté, par la Russie de l'autre, et le pays a complètement été bouffé finalement. Alors l'un des deux pays va se livrer à des expériences sur les êtres humains, et de cette expérience va résulter des créatures qui sont mi-hommes, mi-loups. Et ces créatures donc vont s'appeler des Wolong. C'est des espèces de
de loup-garou, mais avec une allure de robot, d'où le côté méca qui va ressortir. Puis ces Wolang sont pris entre deux ennemis, donc la Chine et la Corée, qui vont tenter de les récupérer. Alors tout simplement l'un des pays pour effacer toute trace des expérimentations inhumaines qu'il a fait subir à son peuple, puis l'autre pays pour essayer de récupérer ses guerriers hors du commun pour les intégrer dans son armée, puis battre son ennemi de toujours. Donc un combat assez classique finalement. On va suivre Ken, qui est le chef des Wolang, et qui va devoir faire face à son propre passé pour espérer vivre en paix, même si pour ça il doit avoir recours à la violence, l'extrême violence. Donc on est assez surpris par le contre-pied qui est pris entre le côté très humain des Wolang et leur côté très bestial. Y a un aspect très militaire évidemment, hein, comme je vous disais, que cet aspect méca qui ressort, qui est très stimulant. Il y a beaucoup d'action, c'est très bien fait, très bien dessiné aussi. Vous allez aimer ça si vous aimez tout ce qui est œuvre d'anticipation, et puis évidemment si vous aimez tout ce qui est autour du folklore lycanthropique, c'est sûr que vous allez triper là-dessus. Donc Okami Rise. Et je continue avec un titre assez original, c'est La princesse maudite et son servant immortel. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on est chez Komiku. On est dans pour moi, ça fait partie de ma collection WTF, en seinen, même si on est quand même à la limite du shonen, on va dire. Alors, c'est une série qui va être terminée en 2 volumes, et qui est terminée puisque les 2 volumes sont sortis en même temps. Fait que d'une shot, vous pouvez commencer et terminer la série. Alors, c'est complètement déjanté. C'est une princesse qui a été maudite par un démon. À la suite de cette malédiction, Elisa, notre princesse, elle a des pulsions meurtrières, mais vraiment très très violentes, il faut qu'elle tue, absolument. Alors, comme elle est incapable d'assouvir ses pulsions sans massacrer absolument tous les sujets du royaume, mais ça devient très très vite problématique. Jusqu'à la rencontre avec Grem qui se propose d'être son serviteur. Alors pour la simple et bonne raison que Grem, lui, il a une bénédiction pour le coup, c'est qu'il est immortel à la suite d'un sort qui lui est un peu tombé dessus par hasard. Et le truc d'être immortel, c'est qu'il a découvert qu'il adorait ça avoir mal. Il adorait ça mourir et revivre. Alors lui, tout ce qu'il veut, c'est devenir le souffre-douleur de cette princesse. Alors évidemment, lui est très heureux de sa situation, elle un petit peu moins. Alors ils vont se faire équipe tous les deux et se lancer à la recherche du démon qui a maudit la princesse pour essayer de la faire redevenir normale. C'est sombre, c'est gore, vraiment très gore, mais c'est aussi très drôle. C'est vraiment 50-50 à tour de rôle. Donc c'est vraiment très original, hein, comme manga. Y a des massacres un peu banalisés tout au long de des 2 mangas. Comme j'ai dit, c'est très très gore, et ça fait que il y a une espèce d'ambiance qui est assez pertinente avec ce côté WTF qu'on voit dans le manga. Fait que ça marche finalement, c'est complètement déjanté, mais ça marche. Alors donc c'était La princesse maudite et son servant immortel. Et je continue avec Rosenblood. On est chez Pika et on est dans le shoujo gothique. Alors c'est une série qui va être terminée en 5 volumes, hein. Beaucoup de séries très très courtes en ce moment, c'est quand même ce qui est le plus à la mode. Dans Rosenblood, on suit Stella qui fait un voyage en carrosse. Le carrosse a un accident et Stella est la seule survivante. Elle s'évanouit et à la suite de l'accident, et lorsqu'elle se réveille, elle est fait face au séduisant Lévi que vous devez avoir aperçu à l'instant, qui est ici, le beau brin ténébreux. Alors, Lévi lui propose de rester au manoir, et pour compenser le fait qu'elle est logée, nourrie, blanchie, eh bien elle va se proposer comme domestique, parce que de toute façon elle a plus grand chose à faire de sa vie, on va s'en rendre compte que sa vie est assez atroce finalement. Ce manoir est habité, autre que Lévi, par 3 autres garçons qui sont tous aussi beaux et séduisants les uns que les autres, mais tous aussi mystérieux, hein. Ils ont tous leur propre caractère, puis leurs propres secrets. On va se rendre compte que à la fois les locataires, les habitants de ce manoir cachent de lourds secrets, mais que le manoir également recèle énormément de secrets. Il y a beaucoup d'interdits, hein, beaucoup de choses, des endroits où il ne faut pas aller, des choses qu'il ne faut pas faire, etc. Donc Stella va rapidement succomber au charme de Lévi.
Mais qu'en est-il des autres garçons et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on va se rendre compte que ces garçons ne sont pas tout à fait humains, comme vous pouvez vous en douter. Alors, comme j'ai dit, on est vraiment purement ancré dans le shoujo gothique, ça pourrait pas être plus pur style que ça. Donc, si vous aimez le genre, bah, c'est sûr que autant le dessin que le scénario va vous plaire, c'est certain. Moi, c'est un genre que j'apprécie beaucoup et vous allez voir que c'est très très bien fait. Donc, si vous aimez tout ce qui est les œuvres de Kaori Yuki, si vous avez aimé Blackbird, ce genre de livre, vous allez probablement beaucoup aimer ça. Puis, est-ce que c'est vraiment Levi qui va arriver à la séduire à la fin? C'est toujours la question qu'on se pose dans les shoujo gothiques. Avec qui est-ce qu'elle va terminer? Alors, Rose and Blood. Et je continue avec Marshall Universe. On est chez les éditions Manhead. Et c'est un auteur chinois. Je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom, c'est assez complexe. C'est tout en couleur, comme beaucoup de manhwa. On est vraiment dans le pur style shonen neketsu, hein, shonen d'aventure, mais version chinoise. C'est le même auteur que Battle Through the Heavens qui faisait ça. C'est une série qui est à 3 tomes pour l'instant, mais en Chine, hein, pas au Japon. Alors, on suit le père de Lindong, qui a été humilié publiquement lors du tournoi de la lignée des Wu. Et puis Lindong, depuis ce jour, bah, tout ce qu'il veut, c'est se venger. Il veut restaurer l'honneur de sa famille. Alors un lourd fardeau, ce fardeau de vengeance va peser sur les épaules de notre héros. Et ça va vraiment s'aggraver lorsque sa sœur va devenir l'enjeu du nouveau tournoi, le nouveau tournoi Wu. Donc Lindong à ce moment-là n'a plus le choix, il doit vraiment gagner à tout prix, gagner ce tournoi pour regagner sa petite sœur, puis regagner l'honneur de la famille. Alors comme vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment l'honneur qui est mis en avant dans ce livre. Ça incarne très bien le code d'honneur, l'importance de ce code d'honneur qui est présent dans toutes les mœurs de l'Asie. On parle souvent du code d'honneur samouraï, mais en Chine c'est un petit peu la même chose. On est vraiment dans l'ambiance de KPDP à la chinoise. Fait que vous allez aimer ça si vous avez aimé les œuvres du même auteur. Si vous aimez moins le manhwa, c'est sûr que ça risque d'être plus compliqué pour vous parce que le style chinois fait un petit peu rétro par rapport au style japonais, puis ça passe pas toujours très bien. Alors à voir. Donc celui-ci c'est Marshall Universe, puis j'en ai un deuxième qui est Yuan Zone. On est sur le même éditeur, un auteur différent par exemple. Par contre il a été scénariste hein, sur Battle Through the Heavens, mais il n'a pas fait le dessin. Puis 4 tomes en cours pour le moment, vous voyez que c'est vraiment le même style. Ici il va être question de Yuan qui est le prince héritier de l'Empire Zhou. Et Yuan il devait naître avec la bénédiction du dragon, mais malheureusement cette bénédiction a été dérobée par l'empire voisin, qui est l'empire des Wu. Alors on voit que les Wu sont les vilains ultimes hein, dans toutes les œuvres chinoises, il semblerait. Donc notre héros va se lancer dans une vengeance pour récupérer ce qui lui appartient. On est vraiment très très immergé dans la mythologie chinoise. Ça c'est quand même un gros plus au manga qui fait que on a quand même préféré Yuan Zone à Marshall Universe. Vraiment le côté mythologie rajoute quelque chose d'intéressant. Le système de magie est basé sur des runes, ce qui est quand même assez cool. Et puis, on retrouve un peu des ambiances de la pérégrination vers l'ouest qui avait notamment inspiré Dragon Ball. Fait que, voilà. Mais comme je dis, si vous aimez moins le côté chinois, attention, c'est assez différent du manga japonais. Donc celui-là, c'est Yuan Zone. Et je continue avec Skeleton Knight in Another World qui était déjà sorti il y a un bon moment en anglais, on l'attendait en français, il est enfin là. Autant un personnage presque maléfique mais gentil qu'un personnage mignon qu'une jolie fille. Avec tous les ingrédients du isekai sont là, vous l'aurez compris. On est chez Meian et on est purement ancré dans le fantasy / isekai. Alors c'est une série qui est en cours encore au Japon, qui compte pour l'instant 8 volumes. Les 2 premiers volumes sont sortis chez nous en même temps. Et on va suivre Arc. Arc qui est notre héros, qui est un joueur invétéré. Et puis son dernier avatar va lui servir de coquille lorsqu'il va se réveiller dans le monde de son jeu vidéo préféré. Son avatar qui est donc cette effrayant combattant à tête de démon, enfin de squelette plutôt, il pensait que c'était une très bonne idée hein, tant qu'il était joueur, mais une fois qu'il est dedans, il se rend compte que ça peut poser quelques problèmes. Alors, en tant que chevalier, à l'apparence de squelette, Arc va essayer de se faire discret.
parce qu'il va comprendre que son apparence ne passe pas inaperçue et qu'il risque d'avoir quelques soucis. Malheureusement, ou heureusement, parce que c'est ça qui va faire notre histoire, c'est un garçon qui a une âme très très chevaleresque. Alors il va se retrouver rapidement enrôlé dans un rôle de mercenaire et il va passer son temps à défendre la veuve et l'orphelin. Tel est vraiment son destin. À chaque fois qu'il va essayer de mener une vie un peu plus tranquille, ça recommence. On est assez facilement immergé dans l'univers, c'est assez enveloppant, c'est assez immersif. La personnalité du héros est très attachante parce que il a ce côté un peu papa poule, malgré sa jeunesse, qui est quand même assez cute. Il y a notre petit personnage mignon aussi qui va rajouter une petite mignonnerie à l'histoire. Il y a beaucoup de côté humoristique, hein. C'est quand même, ça se prend pas trop au sérieux, ça c'est cool aussi. Un peu de fanservice mais relativement discret, on a apprécié, parce que des fois c'est beaucoup trop dans le isekai, donc c'est vraiment dans le style de Remonster, de Overlord, avec le côté humoristique en plus. Ah le voilà, il est trop cute. Alors c'est Skeleton Knight in Another World. Et on change complètement de style, même si on reste dans la fantasy et dans le principe de la réincarnation dans un autre monde. Alors le titre est un peu compliqué, enfin un peu long surtout, c'est Les Fées, le roi dragon et moi, entre parenthèses, en chat. Alors que se passe-t-il dans Les Fées, le roi dragon et moi en chat? On est aux éditions Nobinobi, on est plus sur un public enfant, plus jeunesse, et on est dans l'aventure. C'est presque un conte finalement, Les Fées, le roi dragon et moi. C'est une série qui comporte pour l'instant 3 tomes au Japon mais qui n'est pas terminée. Et on suit Ruri, notre héroïne, qui est une jeune fille qui n'a pas une vie facile. En fait, elle a tout dans la vie pour réussir, elle est belle, elle est smart, elle a une famille où elle a été choyée, une belle éducation. Elle pourrait avoir une superbe vie, mais elle a un problème, un gros problème, c'est que son amie d'enfance, par jalousie, la suit constamment et lui pourrit la vie. Absolument tout ce qui se passe, elle lui pourrit tout le temps la vie. Avec le jour où Ruri se réveille dans un monde médiéval, dans un monde de fantasy, elle se dit... Je sais pas ce qui va se passer dans ce monde-là, mais au moins, je vais être débarrassée de cette fille-là. Et il se trouve que cette fille, elle aussi, est réincarnée dans ce monde, et qu'elle va continuer à l'embêter comme avant. Bon, dommage. Fait que finalement, notre héroïne va s'exiler dans la forêt en se disant « Je vais laisser cette fille être l'héroïne de l'histoire, moi je veux même pas la voir, fait que je vais aller dans la forêt, je vais attendre que ça se passe, puis je vais essayer de rentrer chez nous comme je peux en me faisant le plus discrète possible. » C'est en entrant dans la forêt qu'elle va se rendre compte qu'il se passe des choses étranges, et notamment que à chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, ça semble comme apparaître sur sa route. Tout semble bien trop facile, elle comprend pas, et elle va rencontrer une vieille grand-mère qui est une sorcière qui va lui expliquer que les fées l'ont choisie l'ont un petit peu élue, et c'est grâce à ces faits que tout se passe bien finalement. Et à partir du moment où elle va être initiée à la magie, elle va commencer à voir les fées qui sont autour d'elle, et donc elle va essayer de maîtriser la magie pour pouvoir un jour rentrer chez elle. Parce que le problème de ce monde-là, c'est que tant qu'elle n'aura pas vaincu, ou que quelqu'un d'autre n'aura pas vaincu le roi dragon, elle ne pourra pas rentrer chez elle. Alors comme elle se doute bien que c'est pas son ami / ennemi qui va le faire, elle va s'en charger. Alors on est vraiment, comme je disais, dans une construction comme un conte, on est vraiment dans un Blanche-Neige, mais avec la magie en plus. C'est très très bien dessiné, c'est très cute, c'est très beau, un très bel univers. Le concept de magie avec les fées, l'utilisation des petites fées est très intéressant, et la perso principale est très très attachante. Donc on a bien aimé ça. On est vraiment dans une ambiance de film de Ghibli un petit peu, avec un médiéval fantastique, le folklore, l'aventure, une héroïne quand même forte, quand même très déterminée. Très belle série honnêtement. Les Fées, le roi dragon et moi en chat. Alors pourquoi en chat, hein, je vous ai pas parlé de chat, mais vous le découvrirez tout seul. Et on continue dans un style très différent, même si on va rester dans l'époque médiévale, c'est les architectes de Babel. Alors ici on est chez Glénat, on est dans l'historique, mais aussi surtout l'architecture. C'est un one-shot, donc une histoire complète en un seul volume, et puis on est donc à l'époque, disons, antique, au moment de la construction de la tour de Babel, donc cette immense tour que le roi voulait tellement haute qu'elle devrait toucher le soleil. Donc il a engagé le meilleur architecte connu au monde, au détriment de son propre architecte de Babylone à lui, qui est notre héros,
pour essayer de construire cette tour. Mais cette tour fut un échec monumental, fait que c'est toute l'histoire de cette tour. On se croirait presque dans Astérix Mission Cléopâtre, sérieusement. Fait que notre héros, en fait, ça va être l'architecte de la cour, l'architecte de Babylone, qui s'appelle Gaga, et qui va être un petit peu tassé par le roi pour aller chercher Nimrod. Nimrod qui, lui, est cet architecte génialissime qui va être en charge de construire la tour. Alors, sur ordre du roi, il va partir à travers le monde pour chercher Nimrod, va le trouver facilement, mais par contre une fois qu'il va le trouver, il va se rendre compte que c'est pas si facile de le ramener parce que Nimrod est un original, mais original c'est pas peu dire. Alors bon, le problème c'est qu'il pèse quand même une lourde responsabilité sur les épaules de notre Gaga, parce que si jamais il a un jour de retard, il va juste se faire tout couper la tête, tout simplement. Alors on va suivre nos deux compères qui vont revenir à Babylone et qui vont faire les plans de la tour. Puis on va suivre aussi comment est-ce que cette tour va être érigée, puis comment est-ce que cette tour va être un échec monumental. D'ailleurs, scène de fin que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est très romancé, hein, évidemment. Est-ce que c'est un projet qui a réellement existé ou pas, on ne le sait pas vraiment. Mais que ce soit vrai ou pas, franchement, c'est très cool, on se délecte tout au long du récit. On est vraiment captivé entre justement ce côté historique, ces personnages qui sont tous très intéressants, même si Gaga a un prénom quand même assez bizarre, qui à chaque fois ça lui enlève un petit peu toute crédibilité, mais bon, c'est pas de sa faute, le pauvre. On est un petit peu sous pression de savoir si les personnages vont arriver à respecter les délais, puis on va finalement se rendre compte que c'est pas ça le point de l'histoire qui est important. Donc si vous aimez tout ce qui est un peu historique mais romancé, avec une touche romantique aussi, vous allez aimer ça. Les architectes de Babel. Et je continue avec une réédition de chez Delcourt Tonkam, c'est Beck, manga de musique bien connu. Alors on est en musique, mais on est quand même en seinen, c'est assez mature comme manga. Et puis je pourrais pas vous montrer les images malheureusement parce qu'il est sous plastique, tout simplement parce qu'il y a un petit Mediator de Beck qui est dans le plastique ici, qui est offert avec le livre. Donc c'est assez cool comme cadeau, je trouve ça quand même assez chouette. Alors, donc un médiateur avec le nom du personnage principal dessus. Donc Beck est une série qui va être terminée en 17 volumes doubles comme ceci. Puis donc c'est vraiment une série très ancrée dans la musique, le rock, avec un autre personnage super intéressant qui est le chien. Le chien qui a donné son nom au manga, parce que c'est lui Beck. Alors notre personnage principal c'est Yukio, c'est un peu un loser, hein, il n'a pas vraiment de talent principal, mais un jour il va tomber par hasard sur Ryosuke qui est un guitariste très talentueux, et cette rencontre se transformera en une complexe amitié. Yukio va fréquenter Ryosuke et puis va tomber dans le monde de la musique. Beck est le chien de Ryosuke, by the way, parce qu'il faut quand même savoir pourquoi ça s'appelle Beck, malgré tout. Donc Yukio va aller jusqu'à monter un groupe de rock qui va faire beaucoup de bruit. Donc on est vraiment très vite pris dans la lecture, hein. C'est vraiment un grand classique de musique, classique seinen. Après tant d'années, honnêtement, le manga a pas pris une ride. Vous allez voir, malheureusement je peux pas vous montrer le dessin, mais le dessin est assez particulier. Donc on aime ou on n'aime pas, hein, ce style de dessin. Donc un grand retour d'un classique, c'est Beck. Alors je continue avec un livre plus informatif, c'est Bushido, la voix du guerrier, donc c'est le code des samouraïs expliqué aux débutants. Alors justement on a parlé du code d'honneur tantôt, alors on y revient, version japonaise cette fois. Là c'est très informatif, donc toute la voix des samouraïs expliquée sous toutes ses formes, toutes les codes des samouraïs, c'est vraiment très précis, avec des schémas, des dessins, des gravures. Honnêtement c'est un livre assez petit, assez simple, mais vraiment bien fait. Donc si vous êtes passionné de tout le médiéval japonais, sérieusement, c'est une vraie bible. Donc Bushido, la voix du guerrier. Et je continue, alors dans un style bien différent pour le coup, avec Harem in a Fantasy World Dungeon. On est chez Daitan, on est dans un isekai, avec 7 tomes déjà sortis au Japon, pas terminés encore. Je vais faire attention aux images que je vous montre parce qu'on est vraiment réservé aux 16 et plus, et peut-être même limite aux 18 et plus. C'est quand même très ecchi. On va suivre Michio qui se réveille dans un monde médiéval, qui se rend compte que c'est une sorte de jeu vidéo, donc jusque là isekai est tout ce qu'il y a de plus classique, et puis qui finalement
voudrait se lancer dans une quête d'aventurier, mais va se rendre compte que c'est peut-être bien plus facile de profiter, de réaliser un de ses rêves, qui est celui de se constituer un harem de jolies filles. Alors, c'est ce qu'il va faire. Est-ce que je vais plus loin dans l'explication? Pas forcément besoin, vous aurez tout à fait compris de quoi ça parle. Donc Harem in a Fantasy World Dungeon, vous allez avoir quand même un mélange entre action et le côté ecchi malgré tout, il y a quand même un peu d'action. C'est assez grivois. Mais voilà, au moins ça va. Ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est que ça s'assume et que ça va jusqu'au bout de ses idées. Donc Harem in a Fantasy World Dungeon. Et je continue avec Si nous étions adultes. On est chez Akata cette fois, on est sur un josei, et un josei qui met en scène une histoire d'amour entre deux femmes. Alors c'est une série qui comporte pour l'instant 6 volumes au Japon, qui n'est pas encore terminée, avec un design, vous allez le voir, très très beau, très très doux. On va commencer avec une rencontre due au hasard dans un restaurant, rencontre entre deux femmes qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, Ayano et Akari. Elles vont se découvrir beaucoup d'atomes crochus, beaucoup de complicité, et puis l'une va un petit peu voler un baiser à l'autre, et de ce baiser volé va naître une histoire sentimentale. Donc on va retrouver cet amour entre deux femmes qui sont un peu tiraillées entre le cri du cœur et le poids des responsabilités, puisque cet amour est totalement impossible. Ayano est mariée, Akari a peur de l'engagement, donc ça semble assez impossible qu'elle vive une histoire sans difficulté. Donc comment est-ce que cet amour va être possible et réalisable? Donc c'est un récit qui fait preuve d'une maturité impressionnante, c'est très mature, c'est très subtil, c'est tout en finesse. On a des personnages aussi qui sont extrêmement attachants puis qui sont extrêmement intéressants avec une très grande profondeur de caractère. On est un peu dans le style de Tokyo Taraiba Girls mais en moins axé sur l'humour, dans le Just Not Married, toutes ces comédies romantiques plutôt matures, on va dire. Donc on n'est vraiment pas dans le yuri, mais plutôt dans l'histoire d'amour qui fait preuve d'une grande maturité. Donc Si nous étions adultes. Et je termine avec Demon Lord and One Room Hero. On est chez Meian, et on est sur un shonen humoristique et fantastique, comme vous pourrez le voir avec la couverture. C'est une série qui comporte pour l'instant 4 volumes au Japon, qui n'est pas terminée encore. Ça commence bien, je vous ai ouvert sur une superbe page, comme vous pouvez voir. Alors, on suit Max, qui est un héros. Déjà, un héros qui s'appelle Max au Japon, c'est comme déjà bizarre. Rien qu'avec le prénom du héros, on comprend que le manga ne se prend absolument pas au sérieux. Donc notre héros, Max, a réussi à ramener la paix sur le royaume en tuant le roi démon. Et puis le roi démon, plusieurs années plus tard, on se rend compte qu'il n'était pas vraiment tué, qu'il était dormant, et puis il va se réincarner. Il va se réincarner sous les traits d'une enfant, sur la magnifique page que je vous ai montrée tantôt, une enfant pas très sage, qui va débarquer dans le monde du héros, qui s'est transformé en une espèce de loque humaine entre-temps, puisqu'il s'est dit, finalement, maintenant que j'ai accompli la mission de ma vie, je peux me la couler douce. Et donc notre roi démon ne veut que se venger. Il va découvrir, ou elle va découvrir, un héros Max désabusé. Elle est très déçue. Je ne sais pas si je dois dire il ou elle finalement avec ce roi démon, là on ne sait pas. Mais disons que la petite fille démon est très déçue parce qu'elle voit, et donc elle va prendre Max sous son aile pour essayer de le tirer de sa léthargie totale. Donc est-ce qu'une nouvelle amitié serait possible, ou est-ce que c'est la vengeance qui va prendre le dessus? Donc c'est complètement déjanté, comme vous l'aurez compris, c'est assez agréable à lecture, quand même fanservice assez présent, humour assez sexy, assez grivois, mais le fait que le manga ne se prenne pas du tout au sérieux, ça colle bien avec. Donc c'est Demon Lord and One Room Hero. Et c'est donc ce qui conclut mon vidéo pour aujourd'hui. Donc je termine comme d'habitude avec mes tops et mes flops. J'ai pas eu de flops, si j'ai eu des flops en fait cette semaine. Mes 2 flops, j'allais dire j'en ai pas eu, mais clairement j'en ai eu. Mes 2 flops c'est Yuanzun puis Martial Universe, donc les 2 manhwas chinois, parce que en fait principalement Martial Universe. Dans Yuanzun on avait quand même le côté mythologie qui rattrapait un peu tout, mais dans Martial Universe il n'y avait pas cet aspect intéressant. Donc pour ces 2 mangas là, on est sur un style qui ressemble en tout et pour tout à un autre manhwa, aucune originalité, puis sérieusement c'est beaucoup trop chargé, beaucoup trop vieillot, je sais pas, ça colle pas, on dirait que ça a été écrit dans les années 80 et puis que ça a mal vieilli depuis, mais malheureusement ça date de l'année dernière.
Et puis on va avoir deux coups de cœur. J'ai les architectes de Babel, comme je disais, on a ce côté historique qui est pratiquement pas présent même si on apprend plein de choses. Et puis surtout cette finale qui est absolument monumentale avec la catastrophe de Babel. Et puis Si nous étions adultes, comme je l'ai dit tantôt, un récit vraiment tout en subtilité, tout en maturité, avec des dessins complètement incroyables, deux personnages qui font partie des personnages les plus intéressants qu'on peut retrouver dans le manga, avec vraiment un très gros coup de cœur. Merci beaucoup d'avoir écouté ce vidéo aujourd'hui. Je vais vous dire à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une bonne lecture. Bye bye.